Depuis plus d'un siècle, la physique est certaine d'une chose, rien ne voyage plus vite que la lumière. Les équations d'Einstein semblent tracer une frontière infranchissable autour de l'univers, fixant une limite de vitesse cosmique qu'aucun moteur, aucun signal, aucune civilisation ne pourrait jamais dépasser. La règle n'était pas technologique, elle était structurelle, tissée dans l'espace et le temps eux-mêmes. Sauf que, caché dans ces mêmes équations, se trouve quelque chose d'extraordinaire. Non pas une faille qui brise la limite, mais quelque chose de bien plus étrange, une proposition suggérant que l'espace-temps lui-même pourrait être étiré et compressé. De la bonne manière, transportant un vaisseau spatial sur des distances inimaginables sans jamais techniquement briser la vitesse de la lumière. Le hic ? Ces solutions introduisent des contraintes si sévères qu'elles rendent la limite de vitesse originale triviale. Ce que les scientifiques ont découvert révèle quelque chose de profond sur l'architecture de la réalité elle-même. Si cela vous intéresse, prenez un instant pour aimer et vous abonner. Commençons maintenant. On ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Au premier abord, cette affirmation sonne comme un défi, un obstacle technologique attendant un moteur plus intelligent ou un carburant plus puissant. Après tout, les humains ont cru autrefois que le mur du son était infranchissable. Nous pensions que le vol plus lourd que l'air défiait la nature. L'histoire est pleine de limites qui sont finalement tombées, mais la vitesse de la lumière est différente. Ce n'est pas une barrière devant nous, c'est une propriété. Tissée dans la structure même de l'univers. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 1905, quand un jeune employé de bureau des brevets de 26 ans, Albert Einstein, a discrètement réécrit les règles de la réalité. Avant Einstein, le mouvement semblait simple. Si vous lancez une balle vers l'avant dans un train en mouvement, sa vitesse s'ajoute à celle du train. Les vitesses s'additionnent comme des nombres dans une somme. Le bon sens le confirmait, la vie quotidienne le confirmait, la physique de Newton le décrivait parfaitement, mais il y avait un problème. Caché dans les équations de l'électromagnétisme, des équations développées par James Clerk Maxwell des décennies plus tôt. Ces équations prédisaient que la lumière voyage à une vitesse constante d'environ 300 000 km par seconde, quelle que soit la vitesse de la source ou de l'observateur. Cette prédiction était étrange. Si vous poursuivez une voiture, elle s'approche plus lentement. Si vous courez vers elle, elle s'approche plus vite. Mais la lumière refusait de se comporter ainsi. Peu importe la vitesse à laquelle vous couriez vers un faisceau lumineux. Il s'approchait toujours à la même vitesse. Peu importe la vitesse à laquelle vous vous éloigniez, il vous rattrapait toujours exactement au même rythme. Les expériences le confirmaient, la vitesse de la lumière ne s'additionnait pas. Elle ne se soustrayait pas, elle restait simplement constante. Einstein fit une proposition radicale. Au lieu de changer les équations de Maxwell, changeons notre compréhension de l'espace et du temps. Si la vitesse de la lumière doit rester la même pour tout le monde, alors l'espace et le temps eux-mêmes doivent s'ajuster pour que cela soit vrai. Les distances doivent se contracter, le temps doit ralentir, la simultanéité doit devenir relative. Cette idée est devenue la relativité restreinte, et elle a révélé quelque chose d'extraordinaire. L'espace et le temps ne sont pas des scènes séparées sur lesquelles les événements se déroulent. Elles sont tissées ensemble en un tissu quadridimensionnel appelé espace-temps. Lorsque vous vous déplacez rapidement dans l'espace, vous vous déplacez aussi différemment dans le temps. Imaginez deux jumeaux, l'un reste sur Terre. L'autre monte à bord d'un vaisseau spatial et voyage à grande vitesse avant de rentrer chez lui. Selon la relativité, le jumeau voyageur vieillit plus lentement. Lorsqu'il se retrouve, le jumeau voyageur est plus jeune. Ce n'est pas de la science-fiction, cela a été mesuré, les horloges atomiques embarquées dans des avions. Tiquent différemment des horloges au sol. Les particules accélérées en laboratoire vivent plus longtemps qu'elles ne le devraient, parce que le temps lui-même ralentit pour elles. À mesure que la vitesse augmente, la dilatation du temps s'intensifie. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps pour le voyageur ralentit d'environ la moitié du rythme ressenti par quelqu'un. Au repos, à 99%, l'effet devient spectaculaire. Poussez encore plus près, et le temps se fige presque par rapport au monde extérieur. Mais quelque chose d'autre se produit aussi, les besoins en énergie commencent à exploser. Lorsqu'un objet accélère, son énergie cinétique augmente. En relativité, l'énergie et la masse sont entrelacées. Par la célèbre équation d'Einstein E = mc2. Plus vous injectez d'énergie dans un objet pour le faire se déplacer plus vite, plus il devient difficile de l'accélérer davantage.
La relation n'est pas linéaire, elle s'incurve fortement vers le haut, comme l'ascension d'une montagne dont la pente devient verticale près du sommet. Atteindre exactement la vitesse de la lumière nécessiterait une énergie infinie, pas une grande quantité, pas une quantité colossale, mais infinie, et l'énergie infinie n'existe pas. C'est pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas seulement difficile à atteindre, elle est inatteignable pour tout ce qui a une masse, même si vous convertissiez des étoiles entières en carburant. Même si vous récoltiez la production de galaxies, les mathématiques interdisent toujours de franchir cette limite. Plus vous vous en approchez, plus l'univers résiste, comme si le sommet s'éloignait de vous à chaque pas. Mais la raison plus profonde est encore plus troublante, la limite de vitesse est liée à la causalité, à l'ordre de la cause et de l'effet. Dans la vie quotidienne, nous supposons que les causes précèdent les effets. Une étincelle allume une flamme, une pierre frappe l'eau et des ondulations se propagent. Cette séquence semble absolue. La relativité montre que la simultanéité n'est pas absolue. Deux événements qui semblent se produire au même moment pour un observateur, peuvent se produire dans des ordres différents pour un autre observateur se déplaçant à une vitesse différente. Le temps est flexible, mais il y a toujours une structure, les événements connectés par des signaux voyageant à ou en dessous de la vitesse de la lumière maintiennent un ordre de cause à effet cohérent pour tous les observateurs. Si le voyage plus rapide que la lumière était possible, cette structure s'effondrerait. Dans certains référentiels, un signal envoyé plus vite que la lumière arriverait, avant d'être transmis. Avec la bonne configuration, vous pourriez recevoir une réponse à un message que vous n'aviez pas encore décidé d'envoyer. Vous pourriez empêcher la cause après avoir observé l'effet. Cela crée des paradoxes logiques, des boucles temporelles, où les événements se sapent eux-mêmes. La vitesse de la lumière empêche cela. Elle préserve la séquence de l'histoire. Pensez à l'espace-temps comme à un vaste cadre architectural. La vitesse de la lumière n'est pas une règle décorative peinte sur ses murs, c'est une poutre porteuse qui traverse toute la structure, retirez-la et la structure se déforme dangereusement. La relativité ne dit pas simplement que vous ne pouvez pas aller plus vite, elle dit qu'aller plus vite brise la logique qui maintient la réalité. C'est pourquoi la barrière semble si absolue. Contrairement aux limites précédentes que les humains ont surmontées, celle-ci est ancrée dans la géométrie elle-même. Elle découle de l'imbrication de l'espace et du temps, elle protège la cohérence des lois physiques et à travers l'univers. Pendant des décennies, cela a semblé définitif, rien ne se déplace plus vite que la lumière. Non pas parce que nous manquons de meilleurs moteurs, non pas parce que nous n'avons pas encore découvert la bonne technologie, mais parce que l'univers est construit de cette façon. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, car en 1915, Einstein a étendu sa théorie. Il a montré que l'espace-temps n'est pas rigide, il se plie et se courbe en présence de masse et d'énergie. Et cette intuition allait ouvrir une porte inattendue. Les objets ne peuvent pas dépasser la lumière à travers l'espace-temps, mais que se passerait-il si l'espace-temps lui-même pouvait bouger, si la relativité restreinte a construit le mur? La relativité générale a révélé le terrain derrière lui. En 1915, une fois de plus, Albert Einstein a transformé la physique, cette fois non pas en redéfinissant le mouvement, mais en redéfinissant la gravité. Pendant des siècles, la gravité avait été traitée comme une force, quelque chose d'invisible tirant les objets les uns vers les autres à travers l'espace vide. Les pommes tombaient parce que la Terre les attirait, les planètes orbitaient parce que le Soleil les tirait vers l'intérieur. Einstein a proposé quelque chose de bien plus étrange, la gravité n'est pas une force, c'est de la géométrie. La masse et l'énergie courbent l'espace-temps lui-même. Les objets suivent simplement les courbes. Imaginez placer une lourde boule de bowling sur une feuille de caoutchouc tendue, la surface s'affaisse. Faites rouler une bille dessus, et la bille spirale vers l'intérieur, non pas parce que la boule l'attire directement, mais parce que la feuille en dessous est courbée. La bille suit simplement le chemin le plus droit possible, à travers un terrain déformé. C'est ainsi que les planètes orbitent autour des étoiles, c'est ainsi que les galaxies se maintiennent. Même la lumière, qui n'a pas de masse, se courbe lorsqu'elle passe près d'objets massifs, parce que l'espace-temps lui-même est courbé. Et c'est là que réside la subtile fissure dans le mur. La relativité restreinte nous dit que rien ne peut se déplacer à travers l'espace-temps plus vite que la lumière. Mais la relativité générale révèle quelque chose de tout autre, l'espace-temps lui-même est dynamique. Il peut s'étirer, il peut se comprimer. Il peut onduler comme de l'eau agitée par le vent. En fait, nous avons mesuré ces ondulations. En 2015, des scientifiques de la collaboration scientifique LIGO ont détecté des ondes gravitationnelles. Des distorsions de l'espace-temps produites par la collision de trous noirs.
l'univers lui-même vibre. Plus spectaculaire encore, l'ensemble du cosmos est en expansion. Dans l'univers primordial, pendant une période connue sous le nom d'inflation, l'espace s'est étendu à un rythme extraordinaire. Des régions autrefois proches ont été éloignées plus vite que la lumière ne pouvait voyager entre elles. Cela ne viole pas la relativité, rien localement n'a dépassé la lumière. Aucune particule n'a sprinté devant le courant cosmique. Au lieu de cela, l'espace lui-même s'est étendu, emportant tout avec lui. C'est comme des points dessinés sur la surface d'un ballon qui se gonfle. Les points ne rampent pas sur la surface s'étire et la distance entre eux augmente. Deux points éloignés peuvent s'éloigner l'un de l'autre plus vite qu'une fourmi ne pourrait jamais ramper entre eux, non pas parce que la fourmi a dépassé sa limite de vitesse, mais parce que le ballon s'est dilaté sous elle. Aujourd'hui, l'expansion continue. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous à des vitesses effectives supérieures à celles de la lumière, car l'espace entre nous s'étire sur de vastes échelles. La limite de vitesse s'applique au mouvement à travers l'espace. Elle ne s'applique pas à l'expansion de l'espace lui-même. Cette distinction peut sembler technique, presque sémantique, mais elle change complètement le paysage. Si l'espace peut s'étendre et se contracter, alors la distance n'est pas fixe, elle est élastique. Et si la distance est élastique, alors peut-être que le voyage ne concerne pas seulement le mouvement, mais la géométrie. Imaginez que vous voulez traverser un océan. Une option est de construire un navire plus rapide. Vous combattez les vagues, brûlez plus de carburant, et poussez plus fort contre la résistance. C'est ce que la propulsion conventionnelle tente de faire dans l'espace-temps, pousser plus fort sur une distance fixe. Mais que se passerait-il si vous pouviez plutôt rétrécir l'océan? Et si la rive lointaine pouvait être rapprochée, tandis que l'eau derrière vous s'étirait, le voyage serait raccourci, non pas parce que vous vous êtes déplacé plus vite, mais parce que le chemin lui-même a changé. C'est le saut conceptuel qui a remodelé la conversation sur le voyage plus rapide que la lumière. La limite de vitesse cosmique dit que rien ne dépasse la lumière dans l'espace-temps, mais la relativité générale suggère que l'espace-temps lui-même n'est pas rigide. Il est un participant à la dynamique de l'univers. Les équations décrivant cette géométrie, les équations de champ d'Einstein, n'interdisent pas les formes exotiques de l'espace-temps. Elles décrivent comment la masse et l'énergie le courbent, mais elles ne limitent pas à quel point ces courbes peuvent être inhabituelles. Pendant des décennies, les physiciens se sont concentrés sur la résolution de ces équations. Dans une direction, partir d'une distribution de matière, comme une étoile ou une planète, et calculer la courbure résultante. Cette approche nous a donné les trous noirs, les univers en expansion, les ondes gravitationnelles. Mais mathématiquement, les équations fonctionnent dans les deux sens. Au lieu de demander quelle courbure cette matière crée, vous pouvez demander quelle matière créerait cette courbure. Ce renversement ouvre une porte. Et si nous partions d'une géométrie désirée, une bulle d'espace-temps plat se déplaçant à travers l'univers? Et ensuite demander quel type de distribution d'énergie serait nécessaire pour la produire, cette question resterait largement inexplorée jusqu'à la fin du XXe siècle. Pourtant, la base en a été posée au moment où Einstein a révélé que l'espace-temps n'est pas statique, c'est une architecture dynamique. Pour comprendre pourquoi cela est important, considérez comment le mouvement est mesuré en relativité restreinte. Le mouvement est toujours relatif, il n'y a pas de repos absolu. Mais la géométrie de l'espace-temps fournit une structure. Elle définit comment les distances et les durées sont liées. Si cette géométrie change, alors ce qui compte comme distance change aussi. Supposons qu'un vaisseau spatial veuille parcourir 10 années-lumière. Normalement, cela signifie traverser 10 années-lumière d'espace, une distance énorme nécessitant au moins 10 ans à la vitesse de la lumière. Mais si l'espace devant le vaisseau pouvait être compressé, les 10 années-lumière pourraient effectivement se réduire. De l'extérieur, les observateurs verraient le vaisseau arriver en moins de 10 ans. De l'intérieur, le vaisseau n'a peut-être jamais voyagé plus vite que la lumière par rapport à son environnement immédiat. Il ne s'agit pas de vitesse au sens habituel, mais de remodeler la règle elle-même. Et les équations d'Einstein, étonnamment, n'interdisent pas un tel remodelage. L'idée clé est la suivante, la géométrie de l'espace-temps détermine les chemins possibles. Changez la géométrie et vous changez les chemins. Dans l'espace normal, le chemin le plus court entre deux points est une ligne droite. Dans l'espace courbe, le chemin le plus court se plie. À la surface d'une sphère, ce qui semble droit localement peut se courber globalement. La relativité générale étend cette idée à 4 dimensions. L'univers n'est pas une grille fixe.
Il est malléable. Une fois cette malléabilité reconnue, une possibilité radicale émerge. Peut-être qu'au lieu de propulser un vaisseau de plus en plus vite, luttant contre le mur asymptotique de la vitesse de la lumière, nous pourrions manipuler l'espace-temps de sorte que le vaisseau reste immobile localement, tandis que la géométrie environnante le transporte. Ce serait comme rester immobile sur un tapis roulant. Ou comme surfer sur une vague qui vous soulève et vous transporte à travers l'océan sans que vous ayez besoin de nager plus vite que ne le permet la tension superficielle de l'eau. La vague se déplace, vous restez dans sa structure. Cette idée ne viole pas la relativité restreinte, car rien à l'intérieur de la vague ne se déplace plus vite que la lumière, par rapport à son environnement immédiat. Le mouvement se produit dans la géométrie elle-même. Et si la géométrie peut s'étendre plus vite que la lumière à l'échelle cosmique, comme ce fut le cas pendant l'inflation, alors peut-être que des distorsions localisées pourraient se propager à des vitesses similaires. Les mathématiques suggèrent que c'est possible. Cette suggestion prendrait bientôt une forme concrète. En 1984, un physicien a posé explicitement la question « À quoi ressemblerait une bulle d'espace-temps en mouvement ? Quelles équations la décriraient et que nécessiterait-elle » La réponse deviendrait connue sous le nom de métrique de distorsion spatio-temporelle, et avec elle, la limite de vitesse serait recadrée non pas comme un mur à franchir, mais comme une rivière à rediriger. En 1984, un physicien théoricien nommé Miguel Alcubierre a fait quelque chose d'une simplicité trompeuse. Il a cessé de se demander comment propulser un vaisseau spatial plus vite, et a commencé à se demander comment déplacer l'espace-temps à la place. Plutôt que de concevoir un moteur, il a conçu une géométrie. En utilisant les équations de champ d'Einstein de la relativité générale, Alcubierre a proposé une solution décrivant une région d'espace-temps plat. Une poche calme entourée d'une vague de distorsion. Devant cette région, l'espace se contracterait, derrière elle, l'espace s'étendrait, l'intérieur plat chevaucherait cette distorsion vers l'avant. Le vaisseau spatial à l'intérieur n'accélérerait pas, il ne ressentirait aucune poussée, il ne subirait pas de dilatation temporelle extrême ni de forces écrasantes. Localement, il resterait au repos. Pourtant, de l'extérieur, la bulle entière se déplacerait potentiellement plus vite que la lumière. Pour comprendre à quel point c'est radical, imaginez un drap tendu. Maintenant, imaginez créer une petite ondulation qui se propage à la surface, une pièce de monnaie posée sur cette ondulation ne glisse pas sur le tissu, elle chevauche simplement la vague. La vague se déplace, la pièce reste localement stationnaire. La bulle de distorsion fonctionne de manière similaire. Le vaisseau se trouve à l'intérieur d'une poche d'espace-temps non perturbée. La distorsion qui l'entoure se propage vers l'extérieur, emportant cette poche. Crucialement, rien à l'intérieur de la bulle ne dépasse la vitesse de la lumière. Par rapport à son environnement immédiat, la limite de vitesse cosmique est respectée partout localement, mais la bulle elle-même peut parcourir des distances cosmiques en une fraction du temps que la lumière nécessiterait à travers un espace normal et non déformé. Ce n'est pas une faille dans la relativité restreinte, c'est une exploitation de la relativité générale. La relativité restreinte interdit le mouvement à travers l'espace-temps plus vite que la lumière. La relativité générale permet à l'espace-temps lui-même de se courber, de s'étirer et de se déplacer. L'intuition d'Alcubierre fut de combiner ces vérités. La limite de vitesse est préservée, mais sa signification change. Imaginez deux villes séparées par 1000 km. Normalement, vous traverseriez la Terre entre elles, mais supposez que la Terre elle-même puisse se plier comme une page dans un livre, rapprochant les villes côte à côte. Vous traverseriez, déplieriez la page, et arriveriez sans jamais vous déplacer plus vite que votre vitesse de marche par rapport au sol sous vos pieds. La distorsion spatio-temporelle est cette page pliée. Pas un pliage littéral, mais une compression et une expansion de la géométrie de l'espace-temps. Devant la bulle, l'espace-temps se contracte, réduisant la distance jusqu'à la destination. Derrière elle, l'espace-temps s'étend, augmentant la distance par rapport à l'origine. L'effet net est une translation sans mouvement traditionnel. Mathématiquement, la métrique d'Alcubierre décrit cela comme une région localisée d'espace-temps plat, intégrée dans une enveloppe environnante de courbure intense. Le profil de courbure détermine la vitesse de la bulle. Augmenter le gradient de courbure et la vitesse effective de la bulle augmente. En principe, les équations permettent une vitesse arbitraire. 10 fois la vitesse de la lumière, 100 fois plus. Du point de vue de la Terre, un voyage vers une étoile située à 10 années-lumière pourrait prendre des semaines du point de vue de l'équipage. Le temps à l'intérieur de la bulle s'écoule normalement, pas de vieillissement relativiste, pas d'horloge figée. Cela ressemble presque à de la triche, mais les mathématiques sont exactes. Alcubierre n'a pas approximé les équations, il les a résolues.
Sa métrique satisfait précisément les équations de champ d'Einstein. Ce fait a stupéfié la communauté des physiciens. Pendant des décennies, le voyage plus rapide que la lumière avait été rejeté comme une violation de la relativité, et soudain, la relativité elle-même semblait le permettre. Du moins géométriquement. La proposition a suscité à la fois enthousiasme et prudence, car les équations répondaient à une question tout en soulevant bien d'autres. Premièrement, comment une telle bulle serait-elle créée? Deuxièmement, quel type de distribution d'énergie générerait cette courbure? Troisièmement, une telle configuration pourrait-elle rester stable? Et quatrièmement, et peut-être le plus troublant, qu'est-ce que cela signifierait pour la causalité? La première question est conceptuelle en relativité générale. La courbure provient de la masse et de l'énergie. Les étoiles courbent l'espace-temps, les planètes courbent de l'espace-temps, même la lumière contribue à la courbure. Donc, si vous voulez une forme spécifique d'espace-temps, vous devez organiser la masse et l'énergie en conséquence. L'étape suivante d'Alcubierre fut de faire de l'ingénierie inverse sur la solution, étant donné cette géométrie de bulle désirée. Quel tenseur énergie-impulsion, quel arrangement de matière et d'énergie le produirait? C'est là que l'élégance de l'idée a rencontré la dureté de la physique. La bulle de distorsion nécessite des régions de densité d'énergie négative, pas simplement moins d'énergie que d'habitude, mais moins que le vide. Pour comprendre pourquoi, rappelez-vous ce que la bulle exige, l'espace devant doit se contracter, l'espace derrière doit s'étendre. La géométrie exige que l'espace-temps se défocalise dans certaines régions et se focalise dans d'autres. La matière ordinaire courbe toujours l'espace-temps dans une seule direction, elle tire vers l'intérieur, elle focalise les trajectoires, c'est pourquoi la gravité attire. Pour créer la courbure repoussante nécessaire dans certaines parties de la bulle, les équations exigent quelque chose d'exotique, une énergie qui gravite de manière répulsive. En physique quantique, de petits effets d'énergie négative existent. L'effet Casimir démontre que les fluctuations du vide entre deux plaques très rapprochées peuvent produire une minuscule région de densité d'énergie négative. Mais ces effets sont minuscules et éphémères. La bulle de distorsion nécessite d'immenses quantités d'énergie négative soutenue. Les premiers calculs suggéraient que l'énergie totale requise serait équivalente à la masse de l'univers observable. Des affinements ultérieurs ont réduit cette estimation de manière drastique à des masses stellaires, puis planétaires, et dans certaines analyses spéculatives, peut-être même plus petites. Mais même les scénarios les plus optimistes restent bien au-delà de tout ce qui est réalisable. Ce n'est pas seulement un défi d'ingénierie, c'est une question de savoir si une telle énergie peut exister dans la configuration requise. Tout court, et ce n'est que la première barrière, il y a une autre complication cachée dans la géométrie elle-même, les horizons. Une bulle de distorsion se déplaçant plus vite que la lumière crée une frontière séparant son intérieur de l'univers extérieur. Les signaux de l'intérieur ne peuvent pas atteindre le bord avant de la bulle. Pourquoi? Parce que la frontière avant s'éloigne plus vite que la lumière par rapport à l'intérieur. L'équipage à l'intérieur ne peut pas communiquer avec la région de l'espace-temps qui l'approche. Il ne peut pas diriger en envoyant des instructions au bord d'attaque de la bulle. Une fois formée et accélérée, la bulle devient causalement isolée de l'espace devant elle. Cela signifie pas de correction en cours de route, pas de signaux de freinage, pas d'ajustement de direction. La géométrie qui permet le mouvement supraluminique empêche également le contrôle. Et puis, il y a la question de l'arrivée. Au fur et à mesure que la bulle se déplace, elle interagit avec les particules et le rayonnement dans l'espace interstellaire. Certains modèles suggèrent que ces particules pourraient s'accumuler à la frontière avant, compressées par l'espace en contraction. À l'arrivée et à l'effondrement de la bulle, cette énergie pourrait se libérer en une explosion, dévastant potentiellement tout ce qui se trouve devant. D'autres modèles suggèrent que l'accumulation de rayonnement près de la frontière de la bulle pourrait la déstabiliser. Les effets quantiques à l'horizon pourraient produire une intense création de particules, similaire au rayonnement de Hawking près des trous noirs. Plus les physiciens examinaient la proposition, plus elle devenait complexe. La propulsion par distorsion n'est pas interdite par les équations d'Einstein, mais les équations d'Einstein ne sont pas toute l'histoire. La relativité générale est une théorie classique. Elle n'inclut pas la mécanique quantique. Lorsque les effets quantiques sont pris en compte, de nouvelles contraintes apparaissent, les inégalités quantiques et limitent la quantité d'énergie négative qui peut exister.
Et pendant combien de temps les analyses de stabilité révèlent que la courbure délicate de la bulle peut amplifier de minuscules fluctuations de manière catastrophique. La bulle de distorsion est mathématiquement valide mais physiquement fragile, et pourtant, malgré ces immenses défis, l'idée reste l'une des intuitions les plus profondes. A émergé de la physique théorique à la fin du XXe siècle, car elle a révélé quelque chose d'extraordinaire, la limite de vitesse cosmique n'est pas une simple interdiction. C'est une défense stratifiée, localement, rien ne dépasse la lumière, globalement, l'espace-temps peut se déplacer, mais chaque tentative d'exploiter cette flexibilité rencontre des principes plus profonds, conditions énergétiques, contraintes quantiques, préservation de la causalité. La métrique d'Alcubierre n'a pas donné à l'humanité un vaisseau spatial. Elle nous a donné un miroir, elle a montré que la structure de la réalité est plus riche et plus contrainte que ce que l'optimisme ou le pessimisme seuls auraient pu prédire. Les mathématiques ont ouvert la porte, l'univers se tenait derrière, nous rappelant que la permission sur papier ne garantit pas la permission en pratique. Quand Miguel Alcubierre a fini d'écrire sa solution de bulle de distorsion, l'excitation n'a duré que jusqu'au début du calcul suivant. Les équations d'Einstein ne décrivent pas seulement la géométrie, elles lignent directement la géométrie à l'énergie et à la matière. L'espace-temps se courbe parce que quelque chose le courbe, chaque déformation du tissu doit être compensée. Alors, Alcubierre a posé la question inévitable, quel type de distribution d'énergie serait nécessaire pour créer cette bulle d'espace-temps en mouvement? La réponse n'était pas seulement gênante. Elle était choquante. La bulle de distorsion nécessite une densité d'énergie négative, pas une énergie faible, pas une énergie nulle, une énergie inférieure à rien. Inférieure au vide de l'espace. Pour comprendre pourquoi c'est important, imaginez la gravité comme une sorte de courbure qui attire la matière ordinaire vers l'intérieur. Tout, de la poussière aux étoiles, produit cette courbure vers l'intérieur. Elle concentre les chemins, elle rapproche les trajectoires, c'est pourquoi la gravité attire plutôt qu'elle ne repousse. Mais la bulle de distorsion exige quelque chose de différent, devant la bulle, l'espace doit se contracter fortement, derrière elle, l'espace doit s'étendre. La géométrie exige que l'espace-temps se courbe vers l'extérieur. Dans certaines régions, pour déconcentrer plutôt que concentrer. La matière ordinaire ne peut pas faire cela, sa courbure tire toujours vers l'intérieur, les équations insistent que seule une entité avec une densité d'énergie négative pourrait produire l'effet gravitationnel de pousser vers l'extérieur requis. L'énergie négative n'est pas quelque chose que l'on trouve dans des entrepôts en attente d'être raffiné. La théorie quantique en permet de minuscules aperçus dans des phénomènes comme l'effet Casimir. Deux plaques métalliques très rapprochées modifient les fluctuations du vide, créant une région minuscule où la densité d'énergie chute légèrement en dessous de celle de l'espace vide, mais ces effets sont microscopiques, éphémères, incroyablement petits. Les calculs originaux de la propulsion par distorsion suggéraient l'énergie requise pourrait égaler l'énergie de masse d'une étoile entière. Des raffinements ultérieurs ont réduit l'estimation de manière drastique, peut-être à la masse d'une planète. Ou même moins sous certaines optimisations géométriques, mais même 1 kg d'énergie négative représenterait quelque chose d'absolument au-delà de la physique connue. Pire encore, la théorie quantique des champs impose des règles strictes appelées inégalités quantiques. Ces règles stipulent que l'énergie négative ne peut pas s'accumuler librement. Si elle apparaît, elle doit être équilibrée par de l'énergie positive à proximité, et plus vous essayez de concentrer d'énergie négative, plus sa durée d'existence autorisée est courte. C'est comme si l'univers vous permettait d'emprunter sur le vide, mais seulement brièvement, en quantités infimes, et toujours avec des intérêts. La bulle de distorsion exige une région macroscopique soutenue d'énergie négative, agencée avec une précision exquise. La nature ne semble pas disposée à la fournir. Mais supposons, juste un instant, que nous ayons résolu cela d'une manière ou d'une autre. Supposons que la physique future ait débloqué de l'énergie négative stable en quantités utilisables. Le moteur de distorsion serait-il alors possible ? Plus les scientifiques approfondissaient, plus ils réalisaient que la réponse n'était pas si simple, même si l'énergie négative existait en abondance. La bulle de distorsion introduit une autre contrainte sévère, les horizons. Lorsqu'une bulle de distorsion se déplace plus vite que la lumière par rapport à l'espace environnant, elle crée une frontière, un horizon causal, similaire à certains égards à l'horizon des événements d'un trou noir. Les signaux provenant de l'intérieur de la bulle ne peuvent pas atteindre le bord avant. Pourquoi ? Parce que la frontière avant s'éloigne de l'intérieur plus vite que la lumière. Tout signal émis depuis le vaisseau spatial vers le bord d'attaque de la bulle ne peut jamais le rattraper. Cela crée un problème profond.
l'équipage ne peut pas diriger, il ne peut pas envoyer d'instructions pour ajuster la forme de la bulle. Ils ne peuvent pas la ralentir en communiquant avec sa frontière. Ils sont enfermés à l'intérieur d'une région de l'espace-temps coupée de la géométrie qui les propulse. La caractéristique même qui permet le mouvement supraluminique, la séparation causale, rend également la navigation impossible. C'est comme monter dans un train qui, une fois lancé, ne peut être arrêté ou redirigé de l'intérieur. Le problème de l'arrêt est tout aussi préoccupant. Pour faire s'effondrer la bulle en toute sécurité à destination, un mécanisme doit modifier la courbure de l'espace-temps devant le vaisseau, mais depuis l'intérieur de la bulle. Cette région est inaccessible aux signaux. Une idée spéculative suggère que la bulle devrait être conçue de l'extérieur. Peut-être par une infrastructure en attente à destination, mais cela ne fait que déplacer l'impossibilité. Qui construit l'infrastructure? Comment la coordination est-elle assurée? Si la communication ne peut pas dépasser la lumière, chaque solution entraîne de nouvelles complications. Et puis vient la question de la stabilité, la géométrie de la bulle de distorsion est délicate. Elle exige des gradients de courbure extrêmes à sa frontière. Ces régions ressemblent, à certains égards mathématiques, au bord des trous noirs. La théorie quantique des champs prédit qu'une forte courbure peut déclencher la création de particules à partir du vide, un phénomène lié au rayonnement de Hawking. Dans le cas d'une bulle de distorsion, les calculs suggèrent qu'un rayonnement intense pourrait s'accumuler près de la frontière. Ce rayonnement pourrait déstabiliser la bulle, drainant de l'énergie ou même détruisant la configuration. L'acte même de modeler l'espace-temps de manière si spectaculaire pourrait déclencher des effets quantiques assez puissants pour le déchirer. Et même si la stabilité était d'une manière ou d'une autre maintenue, il y a la question de l'interaction avec la matière interstellaire. L'espace n'est pas vide, même dans les vastes gouffres entre les étoiles. Des particules dérivent, des atomes, des grains de poussière, des rayons cosmiques. Une bulle de distorsion voyageant à travers ce milieu rencontrerait ces particules. Certains modèles suggèrent qu'elles s'accumuleraient à la limite avant, compressées par l'espace qui se contracte devant, sur de longs trajets. L'accumulation d'énergie pourrait devenir énorme à l'arrivée. Et lors de l'effondrement de la bulle, cette énergie accumulée pourrait se libérer en une explosion de radiation assez intense pour dévaster un système planétaire. En d'autres termes, même un voyage réussi pourrait se terminer de manière catastrophique. Chaque couche d'analyse révèle une autre contrainte, l'énergie négative pourrait ne pas exister en quantité suffisante. Si elle existe, le contrôle pourrait être impossible. Si le contrôle est résolu, la stabilité devient incertaine. Si la stabilité est gérée, les interactions entre radiation et matière posent des risques mortels. Et à travers tout cela, la préoccupation la plus profonde de toutes, la causalité. Le voyage plus rapide que la lumière entre des points distants permet la construction de courbes fermées, de type temporel, des chemins à travers l'espace-temps qui bouclent sur eux-mêmes. Dans certains référentiels, un aller-retour supraluminique pourrait permettre l'arrivée avant le départ. Ce n'est pas un inconvénient philosophique, c'est une fracture logique. Si les causes peuvent suivre les effets, la structure prédictive de la physique s'effondre. Certains théoriciens proposent que la gravité quantique, une théorie pas encore entièrement formulée, pourrait contenir des mécanismes qui empêchent de tels paradoxes de se former. Cette idée est parfois appelée « protection de la chronologie ». Si c'est vrai, toute bulle de distorsion qui menacerait la causalité pourrait se déstabiliser, automatiquement détruite par des effets quantiques avant qu'un paradoxe ne puisse apparaître. L'univers protégerait sa propre cohérence. Le schéma qui émerge est indubitable. Le moteur de distorsion était mathématiquement autorisé, mais chaque fois que les physiciens essaient de transformer cette permission mathématique en réalité physique, des couches plus profondes de contraintes apparaissent. C'est comme creuser à travers la roche pour découvrir une autre couche de substrat rocheux en dessous. La vitesse de la lumière n'est pas défendue par une seule barrière. Elle est défendue par un système de principes imbriqués, conditions énergétiques, stabilité quantique, structure causale, cohérence géométrique. Chaque principe renforce les autres. Retirez-en un, et un autre prend sa place. Le rêve du voyage plus rapide que la lumière reste l'une des idées les plus puissantes de l'imagination humaine, mais plus nous explorons les équations, plus l'univers semble murmurer le même message. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le calculer, vous pouvez même l'écrire dans le langage de l'espace-temps lui-même, mais le faire exister est une autre affaire. Entièrement. Pendant des années, le problème de la matière exotique a semblé être la seule faille fatale dans l'idée du moteur de distorsion. Si de l'énergie négative est requise, et que l'énergie négative ne peut exister en quantité suffisante, alors le concept s'effondre.
Alors les physiciens ont posé une question différente, et si le problème n'était pas la géométrie, mais le type d'énergie que nous supposions nécessaire? Ces dernières années, plusieurs propositions théoriques ont tenté de repenser des configurations d'espace-temps de type distorsion en utilisant uniquement de l'énergie positive, le type ordinaire qui remplit l'univers. Pas de matière exotique, pas de densité d'énergie négative, juste des réarrangements astucieux de la courbure. À première vue, cela ressemble à une percée. Si l'obstacle principal est levé, le reste devient peut-être gérable. Mais comme toujours, plus on approfondit les équations, plus l'histoire devient subtile. Certaines de ces nouvelles solutions décrivent ce que l'on appelle des configurations de distorsion subluminique. Elles produisent des distorsions localisées dans l'espace-temps qui ressemblent à une bulle de distorsion, contraction dans une région, expansion dans une autre, mais le mouvement global reste inférieur à la vitesse de la lumière. Dans ces cas, les conditions d'énergie de la relativité générale peuvent être satisfaites, sans invoquer d'énergie négative. Les mathématiques tiennent la route proprement, la géométrie est élégante, mais il y a une distinction cruciale. Une bulle de distorsion subluminique ne rompt pas la connexion causale avec le monde extérieur. Les signaux peuvent toujours passer entre l'intérieur et l'extérieur. La bulle peut être influencée et contrôlée. Elle se comporte davantage comme une onde gravitationnelle en mouvement que comme un vaisseau plus rapide que la lumière, et parce qu'elle reste en dessous de la vitesse de la lumière, elle n'échappe pas à la barrière fondamentale imposée par la relativité restreinte. Elle peut permettre de nouvelles méthodes de propulsion, mais elle n'offre pas de voyage supraluminique. D'autres propositions vont plus loin. Elles tentent de concevoir des géométries de distorsion à vitesse constante qui permettent mathématiquement le mouvement supraluminique, en utilisant uniquement des distributions d'énergie positives. Les titres peuvent être spectaculaires. Les scientifiques éliminent le besoin de matière exotique, mais il y a un hic crucial. Beaucoup de ces solutions ne peuvent pas être créées à partir d'un espace-temps normal. Elles décrivent des configurations qui doivent déjà exister, des géométries éternelles qui ne peuvent pas être activées ou désactivées. Elles ne peuvent pas accélérer, elles ne peuvent pas décélérer, elles ne peuvent pas être construites à partir d'une région plate de l'espace en utilisant des processus physiques connus. C'est comme découvrir un tunnel parfaitement lisse, reliant deux montagnes éloignées, mais réaliser que le tunnel a toujours été là, et ne peut être construit, modifié ou pénétré de l'extérieur. Mathématiquement valide, physiquement inaccessible. Et puis, il y a la question de l'accélération. La transition des régimes subluminiques au régime supraluminique n'est pas fluide. Lorsqu'une bulle de distorsion approche la vitesse de la lumière, la géométrie change qualitativement, des horizons se forment, une séparation causale émerge, l'intérieur devient isolé de l'extérieur, de manière profonde. Cette transition n'est pas comme augmenter l'accélérateur d'un moteur, c'est plus comme franchir une frontière de phase, la glace se transformant en eau. La physique d'un côté ne s'étend pas simplement à l'autre, et lorsque les physiciens analysent attentivement ces transitions, ils constatent que les besoins en énergie augmentent fortement. Au seuil. Même les configurations qui n'utilisent que de l'énergie positive en dessous de la vitesse de la lumière ont tendance à réintroduire des exigences exotiques. Lorsqu'on pénètre en territoire supraluminique, le mur réapparaît, mais sous une forme différente. Il y a aussi des tentatives d'exploiter la nature non linéaire des équations d'Einstein. La relativité générale n'est pas une simple théorie linéaire. Les champs gravitationnels interagissent entre eux, l'énergie courbe l'espace-temps et l'espace-temps courbé influence l'énergie. Cette complexité ouvre la voie à des arrangements astucieux. Peut-être que plusieurs distorsions d'énergie positive, agencées précisément, pourraient collectivement imiter l'effet que l'énergie négative produirait autrement. En mathématiques, les approches indirectes réussissent parfois là où les directes échouent, mais des études détaillées rencontrent systématiquement des théorèmes de focalisation, des résultats profonds de la relativité générale qui limitent la manière dont l'énergie positive affecte l'espace-temps. L'énergie positive focalise les géodésiques. Elle attire les trajectoires vers l'intérieur, elle renforce la convergence. La bulle de distorsion, en revanche, nécessite une défocalisation dans des régions clés. L'espace-temps s'étendant vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Et les théorèmes de focalisation ne sont pas des règles superficielles, ce sont des conséquences de la structure fondamentale des équations. Tenter de forcer l'énergie positive à se comporter comme de l'énergie négative, c'est comme essayer de faire en sorte que la gravité repousse. Sans changer la gravité elle-même, la géométrie résiste.
Ensuite, il y a des propositions impliquant une gravité modifiée, de légères altérations des équations d'Einstein, inspirées par les tentatives d'expliquer l'énergie sombre ou l'accélération cosmique. Dans certains de ces cadres alternatifs, des solutions de type distorsion semblent plus faciles à construire. Mais il y a un prix à payer, la relativité générale a réussi tous les tests expérimentaux auxquels elle a été soumise, de la précession de l'orbite de Mercure à la détection des ondes gravitationnelles. Toute modification doit reproduire tous ces succès avec une précision extrême. La plupart des modifications qui permettent des géométries de distorsion plus faciles prédisent également de petites déviations ailleurs. Des déviations qui n'ont pas été observées. Plus vous alignez soigneusement une théorie modifiée avec les données expérimentales, plus elle ressemble à la relativité générale standard, et plus elle ressemble à la relativité générale, moins elle offre d'avantages pour les moteurs de distorsion. Encore une fois, la faille se rétrécit. Une autre ligne de recherche examine les solutions de type soliton, des structures d'ondes stables et auto-entretenues dans l'espace-temps, qui se propagent sans se dissiper. Dans d'autres domaines de la physique, les solitons se comportent comme des particules faites d'ondes, ils conservent leur forme en se déplaçant. Si l'espace-temps pouvait héberger une distorsion de type soliton avec un intérieur plat, peut-être cette structure pourrait-elle servir de bulle de distorsion sans nécessité de matière exotique. Mathématiquement, certaines solutions de solitons sont élégantes, elles sont stables face aux petites perturbations, elles se propagent proprement à travers les équations. Mais elles partagent la même limitation que les bulles à vitesse constante. Elles ne peuvent pas être générées à partir de l'espace-temps ordinaire en utilisant des processus physiquement réalistes. Elles sont permises par les équations comme des caractéristiques éternelles, et non comme des véhicules conçus. Encore plus préoccupant est le problème de stabilité. Les géométries de distorsion, en particulier supraluminiques, ont tendance à être instables sous l'effet des fluctuations quantiques. De minuscules perturbations à la frontière de la bulle peuvent croître rapidement, le rayonnement peut s'accumuler. Imaginez équilibrer un crayon parfaitement droit sur sa pointe. En principe, les équations le permettent. Les forces s'équilibrent. En pratique, la moindre vibration le fait tomber instantanément. Les bulles de distorsion ressemblent à ce crayon, en équilibre délicat au sommet d'une courbure extrême. Maintenir la stabilité pourrait exiger une précision au-delà de ce que la mécanique quantique permet. Il existe aussi un phénomène plus profond, connu sous le nom de protection de la chronologie, une conjecture proposée par Stephen Hawking. L'idée suggère que les lois de la physique empêchent la formation de courbes de type temps fermé. Des chemins qui permettraient de voyager dans le passé. Les bulles de distorsion capables de voyage supraluminique ouvrent la porte à de telles boucles. Un arrangement suffisamment ingénieux de départs et de retours pourrait créer des paradoxes. Si la protection de la chronologie est réelle, alors toute tentative de construire une bulle de distorsion supraluminique pourrait déclencher des instabilités quantiques, qui la détruiraient avant qu'un paradoxe ne puisse survenir. L'univers ne se contenterait pas d'interdire le voyage plus rapide que la lumière, il déstabiliserait activement toute géométrie qui tenterait de le permettre. Chaque nouvelle proposition nous apprend quelque chose de précieux. Elles révèlent à quel point les principes de la physique sont étroitement liés. Les conditions d'énergie sont liées à la stabilité aux fluctuations quantiques. Les fluctuations quantiques sont liées à la causalité est liée à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas un mur unique, c'est un réseau de poutres, soutenant toute la structure de l'espace-temps. Retirez-en une, et les autres se déplacent pour maintenir la limite en place. L'expression « les scientifiques proposent » une nouvelle façon de voyager plus vite que la lumière n'est pas fausse. Mathématiquement, ils l'ont. Les propositions sont réelles, les équations sont valides, la créativité est authentique. Mais chaque nouveau design ne démantèle pas la barrière. Il révèle à quel point la barrière est profondément ancrée dans l'architecture de la réalité. La limite de vitesse n'est pas imposée par une seule loi. Elle est imposée par la cohérence de tout. Après des décennies d'équations, de raffinements et de propositions théoriques audacieuses, nous arrivons à une étrange conclusion. Le voyage plus rapide que la lumière n'est pas interdit par une seule phrase en physique. Il est permis en mathématiques, et pourtant, chaque tentative de transformer cette permission mathématique en réalité physique rencontre une résistance plus profonde. Ce schéma est la vraie découverte. Lorsque les physiciens ont exploré pour la première fois les géométries de distorsion, cela a semblé découvrir une porte cachée dans l'œuvre d'Einstein. Les équations ne criaient pas « impossible », elles le permettaient discrètement. La géométrie était élégante,
La solution exacte. Mais au moment où cette géométrie a été traduite en exigences physiques, l'univers a répondu, une énergie négative est requise. Mais la théorie quantique la limite. Des alternatives à énergie positive existent, mais elles ne peuvent être créées ou contrôlées. Des configurations stables apparaissent. Mais les fluctuations quantiques menacent de les déchirer. La causalité reste intacte localement, mais des paradoxes globaux émergent. Ce n'est pas qu'un seul obstacle bloque le chemin, c'est que les obstacles s'imbriquent. Ce n'est pas le comportement d'un défi d'ingénierie temporaire, c'est le comportement d'une limite structurelle. Imaginez essayer de retirer un seul pilier porteur d'une vaste cathédrale. Vous pourriez enlever une pierre seulement pour découvrir que le toit au-dessus en dépend. Retirez-le entièrement, et les arches s'effondrent, les murs se fissurent, la structure cède. Non pas à cause d'un seul étage, mais parce que chaque pièce dépend de toutes les autres. La vitesse de la lumière semble être un tel pilier, elle est liée à la causalité, l'ordre des événements, elle est liée aux conditions énergétiques, la façon dont la matière façonne l'espace-temps. Elle est liée à la stabilité quantique, comment les fluctuations du vide se comportent dans une courbure extrême. Elle est liée à la définition même de la distance et du temps. La retirer n'est pas assouplir une règle. C'est défaire un réseau, et cela révèle quelque chose de profond sur l'architecture de la réalité. La physique n'est pas une collection de lois indépendantes. Empilées lâchement les unes sur les autres, c'est une tapisserie étroitement tissée. Tirez un fil et la tension se redistribue sur tout le tissu. Les propositions de propulsion supraluminique ont agi comme des tests de résistance. Elles sondaient de la structure la plus profonde de l'espace-temps en demandant ce qui se passerait si nous poussions ici, et la réponse est toujours la même, une résistance non arbitraire. Mais fondée sur des principes, il y a une leçon philosophique ici. Pendant des siècles, les mathématiques ont souvent devancé l'expérience. Les équations. Décrivant l'électromagnétisme ont prédit les ondes radio avant qu'elles ne soient détectées, la théorie quantique a prédit l'antimatière avant qu'elle ne soit observée. Dans ces cas, la possibilité mathématique a précédé la découverte physique. La géométrie de la propulsion supraluminique nous tente de croire que nous assistons à un autre de ces moments que la solution exotique d'aujourd'hui deviendra la percée technologique de demain, mais la différence est subtile et importante. Dans les cas précédents, les mathématiques n'entraînent pas en conflit avec des principes plus profonds. Elles ont révélé des phénomènes qui s'intégraient parfaitement dans la structure de la physique. Les propulsions supraluminiques en revanche semblent s'opposer à de multiples principes fondamentaux. Simultanément elles remettent en question les conditions énergétiques, elles remettent en question la stabilité, elles remettent en question la cohérence quantique. Et chaque fois que les physiciens essaient d'atténuer une tension, une autre se resserre. L'univers semble garder sa limite de vitesse, non pas avec une seule serrure, mais avec un système de serrures. Cela ne rend pas l'exploration dénuée de sens, bien au contraire. En essayant de briser cette limite, les physiciens ont découvert à quel point elle est enracinée. Ils ont mis en évidence des liens entre la relativité et la théorie quantique, qui seraient autrement restés cachés. Ils ont clarifié pourquoi la causalité n'est pas simplement une hypothèse commode, mais une nécessité structurelle. En d'autres termes, l'impossibilité nous apprend autant qu'une possibilité le ferait. Il y a aussi un aspect d'humilité dans cette histoire. L'histoire humaine est remplie de barrières qui sont finalement tombées. Nous avons traversé des océans autrefois jugés infranchissables. Nous avons volé à travers des cieux autrefois considérés comme sacrés. Nous avons fendu des atomes, nous avons marché sur la Lune. Il est tentant de supposer que chaque limite est temporaire, mais la vitesse de la lumière pourrait ne pas être un défi attendant une meilleure technologie. Elle pourrait être le reflet de ce qu'est l'univers, un univers où la causalité s'écoule dans une seule direction, un univers où la géométrie de l'espace-temps obéit à des relations énergétiques strictes. Un univers où la stabilité est préservée par des contraintes qui protègent sa cohérence, et peut-être que cette cohérence est ce qui permet la complexité, les étoiles, les planètes, la chimie, la vie d'exister. Si l'espace-temps était facilement remodelé, si l'ordre causal était flexible, si les conditions énergétiques pouvaient être violées sans conséquence, l'univers ne serait peut-être pas une scène stable pour l'existence. La même rigidité qui frustre nos ambitions interstellaires est peut-être celle qui permet aux atomes de se former et aux galaxies de perdurer. De ce point de vue, la limite de vitesse cosmique n'est pas un mur de prison, elle fait partie du cadre qui rend la réalité possible. Nous ne sommes pas confinés par une règle cruelle, nous sommes soutenus par une structure cohérente, et pourtant, l'émerveillement ne disparaît pas. Le fait que les équations d'Einstein permettent même des géométries déformées est étonnant. Les mathématiques suggèrent des possibilités bien au-delà de l'intuition quotidienne.
L'univers est plus flexible, plus dynamique, plus subtil que la physique classique ne l'a jamais imaginé. Mais la flexibilité ne signifie pas l'anarchie, le fleuve de l'espace-temps peut se plier et se courber. Il peut onduler et s'étendre, mais son courant, la propagation de la causalité à la vitesse de la lumière, reste constant. Peut-être que la compréhension plus profonde est la suivante. L'univers permet l'imagination, il permet l'exploration. En théorie, il nous permet de pousser les équations à leurs limites, mais il ne promet pas que chaque porte mathématique s'ouvre sur la réalité physique. Certaines portes révèlent des couloirs de compréhension plutôt que des couloirs de voyage. La recherche sur la distorsion spatiale ne nous a pas rapprochés des étoiles comme la science-fiction l'avait autrefois promis, mais elle nous a rapprochés de la compréhension. Pourquoi les étoiles restent lointaines? Et cette compréhension n'est pas une défaite, c'est une clarté. La vitesse de la lumière demeure, non pas comme un défi à surmonter, mais comme une pierre angulaire d'un univers dont la structure est plus profonde et plus interconnectée que nous ne l'avons jamais imaginé. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Cela fait une énorme différence et aide la chaîne à grandir.